C'est ce qu'il y a de bien avec les départementales. Quel que soit le village traversé, comme à Téniou, on y retrouve ce rythme propre à nos campagnes. Volets clos, rue déserte, l'heure de la sieste est invariablement la même. Sauf peut-être sur le parking du foyer rural, où la présence de ces 3 guetteurs aurait dû nous alerter. Voilà ce qu'ils attendaient. Car ce 33 tonnes n'est pas un simple camion. C'est un magasin ambulant. 1 mois qu'il n'était pas passé. Alors forcément, pendant que le chauffeur déballe sa marchandise, les villageois se pressent. En quelques minutes, ils sont une dizaine à surgir, tous venus au camion, comme ils disent, pour acheter des outils. Il y a toujours du monde comme ça au bout de 2 minutes? Ah oui, ça va vite. Les 2 sécateurs et la paire de gants à prix cassé. Ensuite, Le camion, c'est un peu comme un rendez-vous, une attraction, à 2 pas de chez soi. C'est intérêt, c'est bien, c'est pas loin de chez nous. Hein? Voilà, piquet de tomates, un petit cadeau. On est reparti pour faire autre chose. On n'a pas les métiers faciles quand on est en retraite. Monsieur, bonjour. Servir le client loin des centres-villes, même dans les villages les plus reculés, voilà une des clés du succès de ces camions. Bonjour mesdames, merci. Des camions que l'on croise sur les routes de France depuis maintenant plus de 50 ans. Ils sont près de 150 à sillonner l'Hexagone. Outiror, Provence Outillage, mais aussi Delta. Leur cible, les villes et villages de moins de 15 000 habitants, plus de 30 000 dans le pays. Héritiers des posticheurs, ces marchands de foire qui vendaient à la criée sur les places et les marchés, les camions d'outillage ont conquis peu à peu la France dans les années 70-80. On croyait les grandes enseignes incontournables, aussi surprenant que cela puisse paraître, les camions résistent. Ils ne représentent qu'une petite part du marché, mais ils continuent de séduire des millions de Français grâce à une logistique implacable. Dans ces quelques mètres carrés, le choix est limité, mais l'essentiel est là, et les prix serrés. Qui sont ces routiers de la Chignole? Comment font-ils pour s'approvisionner? Quelles sont leurs méthodes pour résister face aux poids lourds du bricolage? Vendre des outils dans un camion, c'est un peu comme jouer au théâtre. D'abord, il y a une atmosphère à créer. Et c'est toujours la même pour Jean Vial, notre vendeur ambulant. La scène qu'il faut monter, puis les éléments du décor qu'il faut installer. Et le principal, l'incontournable même, c'est l'échelle. L'échelle, ça fait vraiment le camion de bricolage. C'est vraiment la chose qu'on doit voir presque le plus en arrivant sur l'emplacement d'un camion. Il va lui falloir une bonne demi-heure pour déballer tous les autres accessoires sous l'œil attentif des premiers spectateurs. Voilà. Eh bien, on peut attaquer, messieurs, dames. Mais c'est pas encore là, C'est pas grave, je suis ouvert, je vends. Chaque fois qu'il stoppe son camion, Jean a un objectif de vente. 3 000 € ce matin-là. Alors il ne s'arrête pas. Alors, un cultivateur électrique. Voilà. Les bornes solaires, les pinceaux. Les pinceaux. Du bricolage au jardinage, il y a plus de 600 références du sol au plafond. Les 60 pinceaux. Accroupi, debout, Jean multiplie les allers-retours dans ce couloir étroit. Il fait même un peu d'escalade. J'ai une échelle sinon, hein. Mais bon, c'est tellement plus pratique, ça va beaucoup plus vite. Dehors, la queue s'allonge. Tous savent déjà parfaitement ce qu'ils veulent acheter grâce à ce petit catalogue distribué quelques jours auparavant. Monsieur, bonjour. Celui-ci, par exemple, a même déjà rempli son bon de commande. 3 lots d'outils, un tuyau d'arrosage et 2 housses de protection. Les tunnels d'accordéon. A priori donc, Jean aurait un rôle minime. Tout serait écrit d'avance. Un étau de fraisage. Pas très intéressant et surtout pas forcément très rentable. Pour atteindre son chiffre d'affaires, il doit réussir à rallonger cette liste. Proposer systématiquement d'autres produits, comme les piles, le petit truc dont on a toujours besoin.
Empile et l'arcis, vous avez ce qu'il faut pour mettre à l'intérieur de votre petite lampe? Oui, Vous en avez? Eh ben c'est parfait. Raté. Ce pêcheur sologno ne cède pas. Monsieur, bonjour. Mais ce n'était qu'un tour de chauffe. Alors. Cela fait 12 ans que Jean vend sur les marchés. Son expérience va vite payer. 673, les piquets pour bâche. Je vous les mets au moins que vous puissiez faire marcher la lampe. Voilà. Donc je vais vous mettre les piles avec. Au moins comme ça, vous pourrez le mettre en route en arrivant. J'en mets au moins comme ça. 4 € par-ci, 4 € par-là. De quoi faire discrètement gonfler la facture. Mais il y a aussi les coups de voix en plein marché. Messieurs, dames, n'hésitez pas à regarder toutes les petites promos qui sont le long. C'est tout des fins de série à prix cassé. Alors n'hésitez pas à le regarder et à les prendre. Mais ce qui va vraiment faire décoller son chiffre d'affaires, c'est une bonne surprise. Il y a un de chaque de sac, non? Comme celle que les marchés en réservent souvent. Il est là. 70. Ce matin, De jardinage, c'est cet homme. tuyau gaz, détendeur, sac. Une quinzaine de produits et déjà près de 630 € au compteur. Entre les deux. Entre les deux, je... Jean doit s'y reprendre à plusieurs fois pour tout apporter à ce client qui dépense sans compter. Lui, en revanche, a déjà fait ses calculs. J'ai ma prime d'intéressement sur la vente et des ventes comme ça, bon, c'est la petite carotte aussi qui me fait avancer. C'est des comme ça que vous vouliez? Grâce à cette vente notamment, il va même dépasser son objectif, 5 800 € en 4 heures. Rien que pour cette matinée, près de 90 € de prime en plus sur son salaire à la fin du mois. Là, on en a 1, 2, 3. Car Jean n'est qu'un salarié. Derrière une apparence artisanale se cache en réalité un puissant groupe du bricolage ambulant. Au revoir, madame. C'est dans la banlieue de Tours que le numéro 1 du secteur a installé son siège. Outiror. Une flotte de 50 camions. Plus de 12 000 mètres carrés d'entrepôt. On est loin de la marque familiale des débuts, dans les années 60. À l'époque, André Rohr, un Tourangeau, vend des outils sur les marchés, comme son père et comme son grand-père. En 63, il décide d'investir dans un premier camion et sillonne seul les routes de sa région. Puis il s'agrandit, camion après camion, un siège, des entrepôts. En 10 ans, il conquiert tout l'Hexagone. Aujourd'hui, pour résister aux grandes surfaces, cet ancien commerce de foire a été transformé en une industrie où tout est calculé et rationalisé. Élie Huot est un des chefs de produits de la marque. Mais son travail n'est pas exactement le même que celui de ses homologues de la grande distribution. Car son magasin à lui, c'est un camion. Et la différence est de taille. Pas de rayon, pas de tête de gondole. Ses clients ne voient pas et ne touchent jamais la marchandise avant d'acheter. La marque a donc dû trouver un autre moyen pour convaincre les Français de se déplacer. Sa seule arme, celle avec laquelle tout se joue, c'est le catalogue. Sur le sol, ce jour-là, la maquette du prochain numéro. On y va, So. Aidé de Sophie, il doit intégrer 15 nouveaux produits de bricolage dans les pages. Et les outils qui feront l'ouverture sont déterminants. On l'a juste posé. Peut-être revoir le rythme avec les différents produits à mettre en avant sur les... Il faut d'abord trouver la bonne place pour chacun. Mais sinon, on peut passer... Celle-là, c'est quand même pas mal de prix bas et de consommables, donc on peut commencer par ça. On peut dire qu'on commence par celle-là. Ouais. Là, par exemple, il décide de privilégier les petits prix. Après, Exit la serre murale à 250 €, Gouttière, là. est-ce que... place au racloir pour gouttière à 12 €. Est-ce que... Mais une fois le regard du futur lecteur accroché, il faut encore le convaincre d'acheter. Et là, Élie et Sophie ne se contentent pas de coller une photo passe-partout et un prix. Je vais prendre l'échantillon qui est là. Chaque produit va être scruté et scrupuleusement détaillé. Comme ce rouleau, un isolant pour porte de garage. A priori, pas très sexy. Alors Élie et Sophie vont prendre le temps d'expliquer au client pourquoi il doit absolument l'acheter. Tout le froid rentre dans la maison par la porte de garage en général, donc c'est vraiment aussi bien l'été comme l'hiver. Être au chaud l'hiver et au frais l'été, faire des économies d'énergie, voilà de quoi séduire les lecteurs. Car c'est bien au moment où il va feuilleter le catalogue dans son canapé qu'il faut le pousser à acheter. Si on ne le rassure pas sur le catalogue en disant bah voilà à quoi ça ressemble, comment c'est fait, de quoi c'est composé, comment ça marche, voilà pour en fait
le démontrer, l'acte d'achat se fait pas forcément, quoi. Et pour être sûr de lui donner envie, ils prennent aussi des photos pour montrer combien il est facile de l'utiliser. Oui, non. On voit bien que c'est pas un professionnel, hein, c'est un gars qui est comme eux et qui est en train de bricoler dans son garage. Et là, c'est vraiment rassurant, il est tout seul, il fait pas d'efforts. Plus de 4 millions de Français achètent ainsi régulièrement en ouvrant ces catalogues. Des ultrasons solaires pour repousser les taupes, des clés à tête amovibles pour ne pas se tordre le poignet, ou encore une sorte de fer à repasser pour peindre dans les coins les moins accessibles. C'est sûr, on n'y aurait pas forcément pensé. Mais Sékou-Tiror n'a pas le choix. Pour garder une place sur le marché du bricolage, les camions doivent proposer des produits originaux. La marque cherche donc en permanence le détail qui va faire la différence, quitte à faire des heures de voyage pour le dénicher. C'est au nord de la Slovaquie, dans ce village de montagne, qu'Élie et son patron Thierry Fournier sont arrivés la veille. Ils ont rendez-vous avec un constructeur d'échelles et d'escabeaux, des produits phares de leur catalogue. Bonjour, ça va bien? Bonjour. C'est Karel, un intermédiaire, qui vient les chercher pour leur faire visiter l'usine. Des escabeaux et des échelles, ils en vendent déjà. Mais il leur faut être à l'affût des nouveautés. C'est pour cela qu'ils ont fait aujourd'hui le voyage jusqu'en Slovaquie. Ici, tout est encore quasiment fait à la main. Après une rapide et polie visite des ateliers, Thierry et Élie sont impatients d'accéder au showroom. Il y a quelques semaines, les Slovaques leur ont proposé un tout nouveau produit. Un escabeau avec une option astucieuse. Une marche plus large, histoire de pouvoir bricoler en toute sécurité. Regardez Thierry. Le fameux produit qu'ils nous ont proposé là. Je regarde comment c'est installé, en fait c'est vraiment pas dissociable du truc, quoi. Thierry semble un peu circonspect. Une petite rainure Mais derrière, très vite, il a une autre idée. Plutôt que d'acheter tout l'escabeau, pourquoi ne pas acheter juste la marche? L'idéal, ce serait que ça soit amovible et puis qu'on puisse l'utiliser sur n'importe quelle marche. S'ils arrivent à faire changer ce prototype, ils sont sûrs que cette marche large se vendra très bien. C'est stable son truc. Sauf qu'ils vont devoir négocier serré. Ouais, non, c'est stable. Car le fournisseur espérait leur vendre son escabeau complet 17 €. Eux ne veulent que la marche et pour 4 € au maximum. Mais pour cela, il va falloir convaincre Rudolf Zdrazila, le directeur de cette usine. L'homme n'est pas connu pour être tendre en affaires, il est fier de ses produits et l'idée que 2 Français viennent modifier ses plans ne l'enchante pas. Nous, on peut tout produire, hein. Mais il faut voir si techniquement votre idée tient la route. Faut que j'en discute avec les ingénieurs, hein. Mais je ne comprends pas vraiment. Notre système est performant, il est très sûr. Je ne vois pas pourquoi vous ne le prenez pas. Nous, on ne pense pas que nos clients vont changer d'escabeau pour acheter celui-là. Par contre, le client qui est déjà équipé d'un escabeau, il achètera ce produit supplémentaire. Donc il y a un très gros potentiel en termes de volume. Élie et Thierry tablent sur 15 000 pièces, soit 60 000 € de chiffre d'affaires potentiel pour l'usine. Quand Rudolf entend cela, son égo slovaque est tout d'un coup adouci. Il propose même d'y réfléchir. Bon, dis-leur qu'il me faut quand même quelques mois pour faire des dessins, produire des échantillons et réaliser des tests. La partie n'est pas encore gagnée, mais les Français sont soulagés. Ils devraient pouvoir être les premiers à proposer cette nouveauté. Mais surtout, ce produit va pouvoir répondre à l'une de leurs contraintes essentielles, la taille du camion. Si effectivement la révolution de la marche fait qu'on vend énormément d'escabeaux, ça va poser problème parce qu'on va être obligé de charger une 50aine d'escabeaux par camion et on ne peut pas vendre que des escabeaux. Donc c'est vrai que le principe d'avoir un petit produit qui s'adapte, du coup on a un apport beaucoup moindre et puis on peut en vendre beaucoup plus. La place, une obsession pour Élie. Car contrairement à un magasin, chaque centimètre carré compte dans un commerce ambulant. Et dans les entrepôts en France, il faut tout prévoir au plus juste. Retour en Touraine. Passe au parc, demande des renforts. Ouais.
Olivier Provost est le responsable de la logistique. C'est lui qui doit assurer le chargement des camions. Un casse-tête, car ses équipes doivent réussir à faire rentrer 5000 produits dans 30 mètres carrés seulement. La voiture ? Ok, il te reste quoi à rentrer ? Il doit rester à peu près 2000 produits là à rentrer. 2000 produits ? Oui, à peu près. Pour charger autant de marchandises, pas un espace ne doit rester libre au départ du semi-remorque. En fait, en fin de charge, on va avoir l'espace ici qui sera entièrement comblé par les produits qui sont le réapprovisionnement des casiers qui sont en amont. Ensuite, tous les espaces vont être occupés du sol jusqu'au plafond. On a aussi des casiers qui se trouvent sous nos pieds, donc des casiers de rangement. Optimiser l'espace, mais aussi ordonner le chargement. Car il faut ensuite que le vendeur s'y retrouve. À force, certains connaissent quasiment par cœur le plan du camion, mais pour leur faciliter la tâche, Olivier et ses équipes ont tout prévu. Je vous prends pour exemple l'antitartre magnétique. Je le flash, j'obtiens l'emplacement d'intégration dans la SMI 0,63. Le manutentionnaire sait donc qu'il faut le ranger dans le tiroir 63. Je retrouve l'identité. Et sur le marché, ce classement permet au vendeur de se repérer, car lui aussi dispose d'un petit ordinateur à bord. Et si le client demande cette référence, anti-calcaire magnétique, le logiciel fait le travail pour lui. L'emplacement 0,63. Remplir les camions au cordeau, c'est bien, mais encore faut-il savoir où et quand les faire circuler. Car ce n'est pas en fonction des humeurs des chauffeurs. Quand on doit faire partir 50 camions au même moment dans la France entière, impossible de laisser place au hasard. Un peu à l'écart, au-dessus des quais de chargement, Sylvain Lefebvre travaille sur les prochaines tournées. Sa mission, rentabiliser au mieux les circuits, faire passer les camions dans des villes et villages à fort potentiel. Pour l'aider, un logiciel a noté toutes les villes du secteur en fonction des ventes des années précédentes. Donc toutes ces villes sont codifiées par des segments, c'est-à-dire des segments A, B, C. Et c'est en fait le segment A, c'est le meilleur, et ainsi de suite, jusqu'à B, C, D, E, F. La logique voudrait de ne faire passer le camion que par les villes A. Sauf que ce n'est pas si simple. Il y a des contraintes imposées par les mairies. Pour chaque ville, tout est recensé dans une fiche. Là, dans cette fiche-là, autorisation, jour de marché, c'est le samedi. Donc on a cette info et on peut y aller que le jour du marché, samedi matin. Ça, c'est la mairie qui a décidé. Tout à fait. Mais il y a aussi d'autres règles que les communes peuvent édicter. Aucun passage pendant les vacances, ou au contraire que pendant les congés, ou encore pas de vente les jours fériés. En fonction de tous ces critères, le logiciel calcule la tournée idéale de chaque camion pour les 6 prochains mois. Grâce à cette stratégie, cette organisation quasi militaire, Outiror affiche un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros par an. Mais s'il dispose d'une longueur d'avance sur les routes, il doit faire face à d'autres camions sur les places, car il existe des concurrents plus modestes, bien décidés à le prendre de vitesse. Direction le sud, près de Cavaillon. C'est ici, aux portes du Luberon, dans le village des Taillades, qu'est né Provence Outillage en 1961. 56 ans plus tard, la flotte compte 12 camions et la famille tient toujours le volant. Il y a Claude, le fondateur, Martine et Laurence, ses 2 filles, et puis Cédric, les jumeaux Jérôme et Olivier, 3 petits-fils commis d'office dans les bureaux et les entrepôts. Pour lutter contre Outiror, la petite famille a besoin de se démarquer. Elle doit vendre plus et des produits différents. Ici, pas de logiciel, pas de chef de produit. Quand il s'agit de finaliser le prochain catalogue, c'est à l'ancienne, c'est le clan qui décide. Voilà, je peux vous présenter une belle cage à rats. Et pour moi, c'est non pour celui-là. Trop fragile. Notre modèle de déposage thermique. Jérôme a beau vendre son produit. T'as vu le volume du produit? Trop gros pour le jumeau, trop compliqué pour la maman. Non, mais en plus, niveau place, il me faut redéfaire ma page. Alors, j'ai reçu hier justement un autre... Mais Jérôme ne se laisse pas démonter. Il propose encore et encore.
vous présenter, c'est une scie multifonction qui permet de tout couper en fait. Donc vous coupez du métal, du bois, du verre, de la faïence. Cette fois-ci, le conseil l'écoute attentivement. Même le grand-père semble approuver. J'avais jamais vu ça, hein, non? On pourra mettre en ligne sur le site. D'accord pour tout le monde? Absolument. Il est sélectionné? Oui, Donc, je suis d'accord. Donc eh bien, je suis bien contente parce que ma page va se terminer. Donc on va lui mettre ce produit. La scie coupe-tout sera donc vendue dès le mois de juin au camion. Il n'y a rien qui nous empêche de faire quoi que ce soit, quoi. Donc demain on décide quelque chose, on en discute avec le fournisseur. Donc après-demain je peux en discuter autour de cette table. Et sur le lendemain ça peut être un catalogue. Et ça c'est juste idéal, quoi. À l'arrivée, ils proposent 2 fois plus de produits que leurs concurrents. Mais leurs camions ne sont pas 2 fois plus grands pour autant. Ici aussi, la place est un obstacle. Alors, comment font-ils pour résoudre cette équation? Il est 4 heures du matin. Un nouveau camion quitte les entrepôts. De nuit, il est difficile de faire la différence. Mais une fois le soleil levé, on remarque vite qu'il est bien plus petit que les autres. On l'appelle un ravitailleur. Sa mission est d'aller approvisionner les vendeurs partis depuis plusieurs jours sur les marchés de la région. Comme Eric, 22 ans de bricolage ambulant. Il est parti depuis 5 jours. C'est mon sauveur. Et s'il vient pas, je l'engueule. Si en plus il vient pas. Car quand on vend 1200 références, il est impossible de les mettre toutes en quantité suffisante dans le camion pour assurer les 12 jours de tournée. Or, Eric ne doit jamais être à sec. C'est un produit qui se vend énormément, ça. Escabeau, 4 marches. Vous n'en aviez plus? Non. Et il fait bien d'arriver là, quand même. Ce garçon. Mais le ravitailleur ne se contente pas d'apporter des vivres. Au fond de la camionnette, Frédéric sort aussi des colis, des commandes passées sur Internet, un tout nouveau service, de quoi rajeunir la clientèle d'Eric dans les villages. C'est un avantage pour eux, ça. Ils payent le colis sur Internet, ils le récupèrent. Ils sont sûrs d'avoir la marchandise, ils n'attendent pas, quoi. Plus de 50 ans après leur création, les camions de bricolage ont donc su s'adapter, malgré les années qui passent. Tiens, ça va, chasse, ça vient juste d'arriver. Et même s'ils se sont fait doubler depuis longtemps par les grandes surfaces, eux jouent plus que jamais la carte de la proximité. Ici, le premier magasin de bricolage se trouve à plus d'1 heure de route du village.